Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un signe, prélude sémio-sérieux. Pour n'avoir pas chanté la région où vivre. Stéphane Mallarmé. Pli et sens. Dans une chemise d'écrit retrouvée dans l'appartement de Pasolini, juste après sa mort en novembre 1975, figurait une large feuille jaune sans date, pliée en 16 cadres, chacun de la taille d'un livret. En diagonale dans chaque cadre il y a le même dessin, un signe en pierre noire à l'apparence abstraite composé de 2 ou 3 lignes droites surmontées par une serpentine comme une bouche fermée. Le signe se répète avec les variations plus ou moins imprévues d'un geste rythmique. La signature de style semble indiquer une séquence verticale, surtout dans la deuxième colonne, où l'intérieur du dessin est estompé avec le doigt. Tout en bas de cette colonne, au milieu de la séquence, Pasolini avait noté au crayon noir: « Le monde ne me veut plus et il ne le sait pas, il mondo non mi vuole, più e non lo sa ». On dirait que cette feuille est le fragment d'un film perdu, énigmatique et testamentaire, à renouer dans l'œuvre d'une vie selon un sens inédit, après la mort de l'auteur. C'était l'une des plus profondes intuitions du dernier Pasolini, en effet, celle de comprendre que la mort est ce qui permet à la vie d'exprimer un sens, de faire ressortir ses moments d'intensité et de rassembler les fragments dans une œuvre, qu'elle n'est pas un événement, mais l'idée fixe d'une forme en tension, comme l'arrêt invisible qui travaille les images dans un film. C'est le principe de la mort-montage, comme il l'avait formulé en 1967, s'inspirant du plan séquence qu'un amateur avait réalisé par hasard de l'assassinat de John F. Kennedy. Selon Pasolini, la vie est ce qui se déroule sans rien signifier, jusqu'à ce que la mort intervienne et par un fulgurant montage, fulmineo montaggio, en accomplisse le sens. Avec la mort, il faudra prendre au sérieux les contraintes de sens des histoires d'amour, d'autant plus que la différence du désir de Pasolini par rapport à la norme, comme il l'écrivait dans une lettre de 1950, l'avait forcé à surestimer la question de l'amour, question dell'amore. C'est un mourir à l'imperfectif. L'amour hasarde et transforme le sens au milieu de la vie, comme un nouveau commencement poétique, comme la césure d'un vers rêvé et infini, qui diffère la mort comme tout acte de création. À l'autre extrême, quand la fin d'un amour semble impliquer la perte du sens, c'est le début d'une fin qui s'impose, figure d'une vie qu'on n'arrive plus à imaginer, qui creuse les répétitions du quotidien et vide le désir de monde dans la résignation, moai. L'interprétation de la feuille jaune reste ouverte, son sujet est vague et se prête à plusieurs lectures possibles. Des lèvres? Une plaie? Un vol de papillons? Autant chercher la vraie forme des nuages. Peu importe, enfin, c'est la vision d'un geste d'écriture qui s'énonce, le signe mystérieux d'une langue qui, sans être abstraite de nature, ne saisit les figures du monde que de loin par le rythme du sens qui intègre ce que la signification découpe. Comme dans une peinture-écriture d'Henri Michaud, semble-t-il, sur les plis d'un portrait qui échappe à la lisibilité, l'auteur a tant perdu dans le taillis des signes, s'affairant à de nouveaux alphabets. Et pourtant, l'ensemble signifiant du dessin et de la phrase, des plis et des signes, nous suggère des conjectures figuratives, par lesquelles cette feuille devient emblème de la vision poétique du dernier Pasolini, témoin de son destin annoncé comme de son désir le plus obscur, de son amour pour un monde en disparition, pour un corps qu'il aurait bientôt perdu, qu'il n'aurait pas pu remplacer et qu'il n'avait pas voulu posséder. La chemise est datée de 1965, mais le dessin est plus tardif, probablement de la fin des années 1960. Pasolini était en train de tourner Médée, 1969, avec Maria Callas, la divine, déjà célèbre interprète de la Médée opératique et de sa nouvelle incarnation, la prêtresse barbare Norma. Après avoir presque sacrifié son chant pour un amour d'armateur grec, en 1968 la divine soprano avait été touchée par une crise profonde. Abandonnée et par un tragique effet d'amour-montage, illico supplantée par la veuve Kennedy, elle était devenue la Médée suicidaire d'un drame bourgeois. Pasolini lui rendit la force iconique de sa tragédie, et pour la première fois dans sa vie, elle accepta de faire du cinéma. Callas ne devait pas chanter dans ce film, sa voix de colorature à l'accent véronais avait même été doublée en italien, mais elle sortait de la crise et du chantage médiatique, en interprétant le scénario comme une partition silencieuse. C'était une difficile survivance. Il fallait briser et broyer, spesare frantumar, la totalité d'une vie, lui avait écrit Pasolini,
comme l'on écrase une pierre précieuse, pour en recomposer les éclats dans l'unité plus durable d'une écriture de lumière. À son tour, dans le destin de cette divine barbare et diva bourgeoise, Pasolini trouva une femme de l'écran, Donna dello Schermo, qui gardait son secret d'amour, bouclier à une vérité inavouable comme dans La vie nouvelle de Dante, V3-4. Médée fut l'un des 2 seuls films que Pasolini tourna sans Ninetto d'Avoli, son acteur fétiche, messager jubilant de la vie et du monde des bourgades romaines, qui était parti faire son service militaire. L'autre film fut aussi le dernier, La terrible allégorie de Salo ou Les 120 journées de Sodome 1975. L'absence de Ninetto résonnait avec la peur d'un abandon inévitable et irrémédiable, comme un vide cosmique dans le cœur de Pasolini. Du fond de ce vide, la voix de Callas se levait toujours comme un chant. Entre Pasolini et Callas se noua une amitié intime, chaste et chaleureuse, au nom d'un amour impossible, nourri de complicité et scellé par une bague en pierre rouge d'Aquilée. La soprano aurait pu se laisser éblouir par l'illusion amoureuse, mais le poète pensait à l'anneau de gemme, de Pia de Toloméi, mariée tragique du purgatoire dantesque, v. 135-36, mise à mort par la même main qu'il avait prise pour femme comme dans un opéra avant la lettre. En août 1970, vers la fin du tournage du film, ils se rendirent pour des vacances dans un archipel grec. Dans l'île sauvage de Tragonisi, Pasolini réalisa plusieurs portraits de Callas en technique mixte. Le génie du lieu y laisse des traces. La ligne de crayon est frottée avec le sable ou délavée à l'eau marine, des taches de vin et de pétales écrasés sont séchés au soleil. Les signes semblent toujours en train de s'effacer, tout comme les premières photographies, joie de la révélation et en même temps, mélancolie de la disparition du monde. Au-delà de la technique et du sujet, le trait dominant est la construction d'une séquence. Traversée par les taches de couleur, les signes sont encadrés plus ou moins librement dans les plis de la feuille, où les portraits se répètent avec de petites variations. Un clignement d'œil, un soupçon de sourire, une mèche qui tombe du chignon. Ce procédé d'encadrement, répétition et variation du signe, cette structure cinématographique qui porte la signification au-delà du sujet, révèle une affinité certaine avec le dessin abstrait et testamentaire resté sans date. Si on le regarde avec la connaissance de cet air de famille, dans l'abstraction apparente de la serpentine on pourra reconnaître, saillant et fragile comme les pommettes de Callas, le profil des collines d'une île grecque, peut-être précisément de Tragonisi. Des suggestions jaillissent à l'esprit. Le nom de cette île vient du mot grec désignant le bouc, trago. C'est un nom donné par les bergers, mais on connaît l'association du bouc au mythe de la toison d'or qu'on retrouve dans Médée, signe de la pérennité du pouvoir et de l'ordre, qui n'a plus aucun sens hors de sa culture. De l'autre côté, le mot nous renvoie à la tragédie, qu'une longue tradition étymologique a interprétée comme le chant, au accent circonflexe de accent circonflexe, qui accompagne le sacrifice du bouc dans un rituel dionysiaque. Les premières séquences de Médée montrent un sacrifice humain, la dissémination d'un corps, suivi par le chant d'un amour tragique, que des jeunes filles bourdonnent sur les bruits de l'arrivée de Jason, arrivée que le chant transforme en mythe auquel il ne croit pas mais dont il fait un thème sur la mort et l'amour. L'abstraction du signe de Pasolini, profil du nombre aimé et effet d'une disparition qui s'impose en sacrifice, participe du même chant tragique. La tragédie pourtant, est dans la signification elle-même plutôt que dans l'abstraction. Le fait qu'un signe soit toujours double et brisé, comme l'a écrit Giorgio Agamben, évoque la fracture originelle de la présence, dont le mythe d'Oedipe face à la Sphinx est une dissimulation. L'énigme est réduite à l'objet d'un déchiffrement, à la présentation d'un signifié absent ou caché pour un signifiant oblique. La dissimulation de la fracture, voire l'effacement de la différence, est aussi la structure narrative de l'inceste que Oedipe n'arrive pas à voir. Agamben suggère une autre tradition de l'énigme, une tradition qui jette un regard dans l'abîme du signifié et garde son ouverture, qui chante comme la Sphinx et parle comme Héraclite, l'obscur. C'est l'expérience de ce qui articule le signifiant et le signifié, de la barre du signe, non plus comme une barrière mais comme un pli, piega, où la voix s'incarne pour donner lieu du même coup à l'énonciation d'une présence et à l'écriture d'une absence. C'est l'énigme de la simplicité, enfin, pli de la seule voix, vox sola de L', animal parlant, mourant dans le même souffle. Il y a une solution filmique originale de cette expérience dans l'Oedipe roi, 1967, de Pasolini. Le film ne représente pas la solution purement verbale et rationnelle de l'énigme,
Il ne cherche pas la vérité d'un savoir qui fige l'unité du signe et du sujet, le signifié unique de ce signifiant monstrueux à une voix, mi-aphoné, et à l'articulation variable. Au contraire, il montre la liberté qui survient en devenant l'énigme par la mise en abîme dedans soi-même du champ de la sphinx, autrement dit, par la prise en charge des règles d'une illusion, qui est nécessaire à la vie et selon Pasolini, la possibilité même du cinéma. Le doublage avec la même voix pour Oedipe et la sphinx souligne l'identité de leur situation d'énonciation et de par cela, diffère l'unité aveuglante de l'image vivante, ce que signifie à l'origine le mot sphinx, en manifestant le sens tragique comme un effet de post-synchronisation. Dans un poème pour Calas de la fin d'août 1970, La présence, Pasolini évoquait le vent de Tragonisi, qui circule comme le sens et reste divinement sans signification. Le vent emporte la tragédie d'être dans le quotidien, et avec une formule empruntée à l'ethnologue Ernesto de Martino, la crise de la présence comme la forme d'une survivance à la fin d'un amour. Dans un autre poème écrit 2 semaines plus tôt, l'anneau, le vent comme métaphore du sens de toute une vie qui ne commence et ne finit pas, était mis en relation avec l'anneau de Pia, symbole d'une complicité amoureuse et tragique qui unit et qui tue. En effet, la circularité symbolique de l'anneau relève de la circulation du sens d'une part et d'autre part attrait à la constitution du sujet qui s'énonce dans le poème, d'où vient le vent, l'anneau d'abord, au doigt, et où va-t-il ? Dans le sillage de ce qu'Umberto Eco a décrit comme la mort du cygne, toujours annoncée, la question de Pasolini porte sur la crise du sujet qui se découvre comme un moment, toujours en crise du processus de sémiosis, à savoir comme activité d'énonciation qui traîne derrière elle la bava de la vie des cygnes, les scories et les déchets du monde qui la précède et qui continue toujours, sans autre origine ni sens au dehors de ce processus. Plongé dans la crise, Pasolini s'adresse à Calas avec la simplicité du non-dit et la complicité des signes d'amour, qui réveille et entraîne un sens tragique par les affects muets du corps, dans les plis de ce qu'une ligne biffée de l'anneau avait appelé « humble absence de signifié », umi assenza di significato. De même que l'objet du non-dit amoureux, ou le vers biffé d'un poème, l'abstraction du dessin de Pasolini se donne à lire avec la conscience que l'absence apparente de signifié implique le signifiant en crise du sujet, creusé par le manque et dédoublé par le désir de représentation. Au niveau de la forme de structuration du dessin, une comparaison est possible avec les célèbres sérigraphies de Marilyn qu'Andy Warhol avait réalisées au milieu des années 1960. Au-dessous de l'écran en soi, qui se déplace un peu, les couleurs bavent, le noir et blanc s'estompe ou s'efface, mais la série accomplit son sens. Le visage de la diva est fixé sur le négatif d'une photo de presse et tourné en type, variation d'une icône reproductible à l'infini, au même titre et avec le même effet qu'une boîte de soupe, car il s'agit du jeu d'un cliché, la seule forme de liberté que l'artiste pouvait trouver dans l'unité sclérosée de l'univers, comme Pasolini avait écrit en 1975. La comparaison expose une différence de poétique. Le modèle de Pasolini n'est pas la photographie, mais le portrait cinématographique, la séquence métonymique du réel qui fonde la possibilité d'une histoire. Plus en général, dans le dessin pasolinien, comme dans ses portraits de Calas, le signe est un geste d'écriture qui vise à une saisie passionnée de la réalité, on dirait même à une stylistique de l'existence, car la figure nébuleuse engage le souci de la vérité dans l'art de vie. La phrase du dessin manifeste cet engagement poétique dans les formes de vie, et dans la transformation de leur sens. Entre autres correspondances possibles, la phrase fait écho au déchirant poème que Pasolini avait dédié à Marilyn en 1962, au nom de sa mort exemplaire. Du monde antique et du monde futur, n'était resté que la beauté, écrivait le poète, et Marilyn portait cette beauté humblement, sans le savoir. La datation de la phrase n'est pas forcément la même que celle du dessin. Il est plutôt vraisemblable qu'elle ait été écrite plus tard. En effet, l'interruption plus n'est pas motivée par la syntaxe, mais seulement par le pli de la feuille, espèce de barre de l'écriture qui pourrait être la césure d'un vers en décasyllabes, d'une séquence de signes qui se fait poème du sens et dépasse la prose de la vie. La fonction rythmique du pli est essentielle dans sa matérialité, manifestation textuelle de la mort qui intensifie l'élan du sens au-delà de l'interruption. Le pli devient précisément la marque sémiologique d'un enjambement, figure d'implication d'une voix qui en s'énonçant,
s'appuie à la structure de la feuille pour animer les signes dans une séquence évidente et invisible, comme l'inflexion d'une image acoustique dans un film, dans la continuité du sens. L'imaginaire de Pasolini en était pris. On se souvient des jambes pliées des garçons qui jouent, ce qui avait été pour le poète la première empreinte de la pulsion érotique, pour laquelle il avait inventé le mot teta veleta, comme on le lit dans les brouillons des cahiers rouges. C'était à première vue une image acoustique sans signification, en fait regorgeant de sens du charnel. Pour le philologue Gianfranco Contini, c'était un reminder, expression enfantine du désir plongé dans la mémoire des langues mortes par les échos de L'. Oralité populaire portant les traces du nom mythique du sexe, aussi bien masculin que féminin, fluide et infini comme les vagues océaniques, Tétis ou Tétis. Par cet enjambement du sens et du sexe, le cinéma de Pasolini révèle son amour pour la réalité, comme une sorte d'immense fétichisme sexuel. Comme dans un souvenir d'enfance, où il évoquait les traits signifiants d'un corps aimé par les plis des vêtements sur le ventre, le cinéma de Pasolini touche à la peau sensible d'une réalité qui enchante, incanta, qui porte les traces orales du nom décerné à son désir de monde. Dans la feuille, la phrase établit le sens horizontal de lecture qui croise le sens vertical de la séquence des signes comme un point d'articulation poétique de l'ensemble, qui n'est pas un entier, et permet d'achever sa volonté de signification, si faible qu'elle soit. Il se peut que le cadre avec la phrase fût comme la couverture d'un inceste plié. En tout cas, la phrase est bien placée au milieu de la séquence, dans le sens dantesque d'un incipit mais avec le pressentiment d'un impossible retour au monde. C'est le présage de la fin du grand amour de la vie de Pasolini, le seul avec celui irremplaçable pour sa mère. Il est vrai qu'il s'agissait d'un dessin privé, mais le poète avait une conscience aiguë du fait qu'il n'y a rien de privé quand on est auteur et que les inédits, ainsi que le non-dit d'une complicité amoureuse et tragique, restent une partie signifiante de l'œuvre, a fortiori dans une œuvre posthume qui se donne à lire comme le fragment d'un film de la mort de l'auteur. La phrase du dessin serait alors quelque chose comme l'intertitre d'un film muet, ou encore mieux comme une petite musique qui colore la séquence d'une tonalité affective et la fait chanter, avec l'élan mélodique d'un sens fragile et obstiné qui circule dans l'absence apparente de signifier et jaillit d'un corps par surplus de signification. Vous n'avez encore rien entendu. You entered no scene yet, comme l'on en est bien averti à L'. Aube du sonore, dans le film du chanteur de jazz, 1927, où les dialogues sont encore presque entièrement représentés par les intertitres. C'est d'ailleurs un paradoxe éloquent de l'histoire du cinéma, celui qui témoigne de la naissance des films chantants avant les films parlants. Le film, comme la parole, est un produit de signification, un découpage du sens textuel du cinéma, de son chant qui trouve toujours un corps comme prétexte. Dans ce croisement cinématographique du chant et du signe, le dessin de Pasolini se donne à lire ou à imaginer comme une figure de sens de sa dernière œuvre. Par la proximité des portraits de Callas et dans le contexte du tournage de Médée, affichant l'abstraction d'une voix qui ne chante pas, on peut dire que la séquence de ces 16 photogrammes filme le chant muet du poète qui se sent près de la fin, ou près d'une fin qui est chaque fois la fin d'un monde unique et irremplaçable. Une dernière musique, telle qu'un chant de l'aube de Schumann, comme Roland Barthes le disait de la photographie du jardin des apostrophes. Hiver, manifestant un accord sensible et invisible avec le point de vue d'une disparition irrémédiable, encore la mer. Toute l'œuvre de Pasolini chante. On y trouve souvent des personnages qui fredonnent ou amorcent des pas de danse, car la musique est toujours l'activité d'un corps, le rêve d'une chose qui sent, en résonance avec un monde. Mais c'est la traversée du chant dans la sémiologie du cinéma de Pasolini, qui produit la forme de sa dernière écriture. Il s'agit d'un chant plus obscur, cantus obscurior, de son écriture, celui de la mort du cygne, qui met en valeur les conditions et les situations d'énonciation des formes de vie. Tout comme le musicien-poète, Bach écrit pour la voix ou pour le clavecin mais pense en violoniste. Denkt als violiniste, selon la belle formule d'Albert Schweitzer, on dira que le dernier Pasolini est un poète-réalisateur qui pense en sémiologue. Son chant est à entendre à la fois en legato et en staccato, dans le phrasé d'une pensée qui essaie de comprendre son temps, la transformation des choses par la passion des signes, qui s'engage dans la crise pour saisir le sens d'une vie, d'une réalité aussi évanescente que le dernier souffle d'un amoureux sur le miroir obscur de l'écriture. Partition du retard.
Juste après la Noël 1974, Pasolini annonça le secret d'un livre qui aurait pu l'occuper pour le restant de ses jours, le projet le plus difficile, souffert et aléatoire de sa vie d'écrivain et peut-être sa dernière œuvre. Un roman intensément personnel et de grande étendue, plus de 2000 pages envisagées comme une espèce de somme, una specie di summa de ses expériences et souvenirs. Au cours d'une conversation, il avait même dit que ce livre était sa dernière réponse au monde, Ultima risposta al mondo. Il en avait écrit presque 600 pages quand, le matin du jour des morts 1975, son corps massacré fut signalé près de la plage d'Ostie, l'antique port de Rome. Dans la boue, au croisement des traces de pneumatiques laissées par ses assassins, le corps du poète restait comme une plaie ouverte, son cœur éclaté, scopiato, comme une pensée écrasée. Les spéculations se poursuivirent de la tragédie aux faits divers, du suicide à l'assassinat politique. Les photos du meurtre s'entrelaçaient aux clichés de la vie et de l'œuvre de Pasolini, comme une séquence détournée de l'un de ses films. Ce qui survivait du dernier projet romanesque de Pasolini serait publié 17 ans plus tard, en 1992, avec le titre d'un seul mot, en rouge, Pétrole. En 1978, l'ami écrivain Paolo Volponi avait révélé que l'histoire du pétrole était à la fois le protagoniste et l'arrière-fond de ce roman encore inédit, portant sur la crise de la société italienne engendrée par la Division internationale du travail, vers la moitié des années 1960. Avec l'histoire, la vie et le scandale. Pasolini avait mis en abîme la division du monde économique dans la dissociation du protagoniste, qui à l'âge de l'auteur met le nom de son père fasciste, Carlo. Il vit dans son corps la double crise de la présence et de la représentation du pouvoir, du désir et de l'identité, dont il fait l'expérience sous le signe de Tétis et de Poli, aussi avec une série de changements de sexe qui commencent dans l'année symbolique de 1969. Pareillement au monogramme, 1955 à 59, de Robert Rauschenberg, une chèvre empaillée à museau versicolore, ceinte d'un pneu peint en blanc et posée sur une toile à roulettes. Ce livre à titre posthume nous regarde comme une grande icône d'amour homosexuel masculin, et il interroge notre temps comme le bouc tragique d'une génération à l'âge du pétrole, dans la quête désespérée d'une nouvelle toison d'or, noire. D'un côté, le titre du livre aurait eu une grande force d'actualité dans la foulée du premier choc pétrolier de 1973. Sur la première page du journal où Pasolini avait annoncé l'œuvre, il y avait un article sur le prix de l'essence, valeur motrice. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.